Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarot, il est Rolly et nous sommes là pour faire l'analyse et le pronostic d'un combat en dehors des UFC numérotés pour une fois. Et on va faire une exception française parce que nous sommes chauvins et donc on va un main event, on va pas passer à côté avec l'UFC Fight Night qui va voir opposer en main event Roman Dolidze contre Nassourdine Imavov en poids moyen à l'Apex la nuit du 3 au 4 février, donc ce week-end. Donc on se rajoute du travail. C'est pour votre plus grand plaisir de toute façon et pour notre plus grande fatigue. Mais c'est pas grave, on est là, on va l'analyser, même si on va pas se mentir. Il n'y a pas eu grand-chose à analyser. Du moins, aussi, surtout, côté Dolidze, où jeu très, très simple. Quel que soit le niveau, en fait, efficace, mais simple. Donc, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour nous. Parce que nous, l'intérêt, c'est quand même d'avoir des choses à dire. Sinon, on ne parle pas. Donc, si on fait moins d'une heure, ne nous en voulez pas, pour le coup. Pour le coup, Lionel, je pense à toi. Viens pas nous dire, quoi, une analyse de moins d'une heure? Mais il faut avoir des choses à dire aussi. Sinon, on parlera de la pluie et du beau temps. Il y a peu de chances qu'on fasse moins d'une heure quand même. Si déjà on fait 15 minutes sur l'intro, c'est bon. Si déjà on fait combien? 15 minutes sur l'intro, on est bon. Non, 1,36, on est bon. Allez, c'est parti. Alors, on commence par le tail of the tape avec un Dolidze. On va commencer par lui. 1m88 pour une allonge d'1m93. Il est à 12 victoires, 7 KO, 3 soumissions, 2 décisions. Et il a 2 défaites qui sont 2 décisions. Nassourdine Imavov, quant à lui, il fait 1m91. Il a une allonge un peu plus petite avec 190,5 cm, 12 victoires, la même chose, 5 KO, 4 soumissions, 3 décisions. On est dans le ratio, on est à peu près à la même chose, on va pas se mentir. Et 4 défaites, par contre un petit peu plus, une soumission, 3 décisions et un no contest. Ouais, palmarès, un tout petit peu plus d'expérience pour Nassourdine. Il a 3 combats de plus. Maintenant, j'ai l'impression que Dolidze il a affronté des gens plus forts que Nassourdine, mais non, c'est à peu près équivalent aussi. Des Phil Hawes, ce genre de choses. Non. Il y a juste un Strickland en plus du côté de Nassour. Donc voilà. Non, expérience à peu près pareil. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, ils ont des soumissions à leur compteur, mais dans les deux cas, c'est des soumissions qui ont été mises il y a très longtemps. 2019 pour Nassourdine, 2017 pour Dolidze. 2017, c'était la troisième de ces 3 soumissions. C'est ces 3 premiers combats en fait où il soumet 2 fois par clé de talon et 1 fois par étranglement, je ne sais plus quoi, guillotine, je crois, si je me trompe pas. Donc pour un expert du sol, dit comme ça, c'est pas énorme. Pourtant, il a un très bon sol, mais la finalisation, elle est pas tout à fait là. Pas tout à fait là. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Là, on est sur le papier, en tout cas, sur un striker versus grappler. Sur le papier. Maintenant, c'est pas tout à fait comme ça c'est pas la stratégie qu'il adopte forcément Dolidze. Ouais. Sur le papier, c'est ça. Dolidze, moi, je le vois pas comme un striker ou un grappleur ou un lutteur. En fait, je le vois sur un Je le mec vois comme un crochet du droit. je le vois comme un crochet du droit. Non, je le vois comme un mec complet. On va en parler après, mais non, parce que comme on va faire chaque élément, tu sais, dissocier les uns des autres, on peut parler quand même de son côté complet d'un coup, dans le sens où c'est un mec qui va s'adapter en fonction de ce que tu vas lui imposer. Il va boxer s'il sent qu'il est bien en boxe. Dès qu'il voit qu'il est touché, il va aller chercher la lutte. Enfin, tu vois, il va imposer en fait son niveau de combat, en fait, dans le combat. C'est lui qui impose le rythme, c'est lui qui impose son combat, entre guillemets, la plupart du temps. Moi, je suis pas forcément d'accord. Pourtant, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai regardé tous ses combats. Ouais. Et franchement, honnêtement, à quelques exceptions près, la plupart du temps, c'est lui qui décide si ça va au sol ou si ça reste debout. Sur pas mal de combats, c'est lui qui se fait amener. Il y a des moments, on parlera pour la lutte, on Ouais. va prendre de l'avance. Bref, allez, c'est de ma faute, c'est moi qui ai lancé le truc. Allez, vas-y, viens, on parle de tout, et puis après on fera de la redite. Allez, on y va, on commence par la boxe. Il va pas falloir qu'on parle en même temps parce que quand on parle en même temps, tu bloques ta voix, elle coupe. Donc je te le dis directement, il va falloir qu'on s'organise comme ça. Je te laisserai bien tes temps de parole, tu vois. J'essaierai d'être moins pipelette. À commencer par Vas-y. maintenant.
Non, parce qu'il faut que j'arrête de parler. Non, mais parce qu'en fait, on m'a dit. Non, mais tu comprends. Donc, on commence par la boxe. On y va? On commence par la boxe. C'est parti. Donc, la boxe. Dolidze. Déjà, moi, ce qui m'a marqué en regardant tous ces combats, c'est qu'il est capable de boxer en full droitier ou en full gaucher. Voilà. Quand il a décidé, il va changer de garde. Mais il va changer de garde pas genre dans le combat. Il va s'installer dans une garde. Bon, en fait, il préfère être en garde miroir. Oui, Donc, quand il est contre un droitier, il se met en gaucher. C'est ça. Et quand il est contre un gaucher, il se met en droitier. exactement. C'est comme ça qu'il est le plus à l'aise. Et je remarque qu'il est un peu plus efficace quand il est en gaucher. Quand il est en gaucher. Euh, Ouais, après, son jeu, c'est plus ou moins le même, hein. Il cherche toujours la même chose, mais Ah, il y a des petites différences. Il va plus utiliser son anglais, j'ai l'impression, quand il est en gaucher, et il va plus utiliser ses jambes quand il est en droitier. Je dis pas qu'il les utilise pas dans un cas comme dans l'autre, mais quand même, il a cette tendance-là. Parce que tu sens quand même que sa jambe arrière, c'est celle qui maîtrise un peu le mieux, tu vois, quand il est en gauche, en droitier. Donc il envoie un peu plus sa jambe. C'est en anglaise, le fait de pouvoir passer par-dessus la garde, tu sais, d'avoir son point droit qui est justement à la hauteur, tu sais, du point gauche de l'adversaire, mais son crochet, donc qui est sûrement son point le plus puissant, parce que je pense qu'il est droitier à la base, hein. Tu vois, et le fait de venir passer au-dessus de la garde et tout ça, il a plus de tendance à aller chercher son anglaise quand il est en gaucher. quand il est en gaucher, ouais. Ouais. Sûrement parce qu'il pense, à raison, qu'il fait plus de dégâts, de dégâts avec justement son anglaise quand il est en gaucher. Peut-être moins à l'aise avec ses jambes à ce moment-là. Ouais. Il n'a pas un gros volume de frappe. Pas du tout. Du tout, du tout. Et il s'adapte à son adversaire. Tu vois, contre Hermansson, il a utilisé plus son anglaise en gaucher. Contre Ibrahimov, il va se mettre en droitier. Il va sortir beaucoup plus de jambes isolées à toutes les hauteurs. Il va d'ailleurs finir avec un high kick qui finit en coup de genou, tu sais, à moitié. Enfin, tu sais, il envoie le high kick et en fait, c'est le genou qui vient percuter la tête d'Ibrahimov et qui le met KO. Donc, il a cette. En tout cas, je pense il y a un travail de game plan, de fait, tu sais, d'adaptation à l'adversaire en amont. Et je pense qu'il essaye de faire ça. Tu vois. Tu sais, il y a une vraie étude de l'adversaire avant. Alors, c'est pas un John Jones qui va étudier le moindre détail et qui va peaufiner une stratégie de malade, mais tu sens quand même qu'il y a des petites adaptations de fait. À chaque adversaire, ouais. Mm. Ouais. Maintenant, moi, je trouve qu'en combat, finalement, il n'y a pas énormément d'adaptation pendant le combat. Si tu arrives à le lire, il n'y a pas trop de risques en vrai. On l'a vu avec Vettori, hein. Vettori, qui n'est pas un striker d'élite, il a assez bien géré, hein. Alors, Vettori, je l'ai pas revu ce combat parce que de toute façon, je voulais pas m'infliger ça. Passion peut-être, mais j'ai mes limites, d'accord. Et puis surtout, je me souvenais de l'idée du combat en fait. Alors, j'ai pas le détail exact, donc j'en parlerai pas avec précision. Mais l'idée, c'était un Dolidze qui voulait toucher en anglaise quand un Vettori est venu marquer ses points avec une ligne basse médiane, tu vois. Surtout une ligne basse. Et je pense qu'il n'y a pas eu d'adaptation de Dolidze dans ce combat parce que je pense qu'il pensait gagner. Tu vois, il n'a pas vu le coup venir en fait. Il n'a pas vu le danger des low kicks. Ouais, c'est possible aussi. C'est vrai que c'est possible. C'est vrai que moi, je le voyais gagner en plus. Bah clairement. Tout le monde s'accorde à dire que de toute façon, c'est pas une grosse défaite. Là, j'écoutais encore Nicolas Haute, tu sais, sur RMC, qui disait que on peut pas vraiment compter cette défaite comme une défaite. En tout cas, elle y est sur le papier. Maintenant, quand tu analyses le combat, parce que Nicolas Haute, c'est le nouveau coach, le nouveau head coach de Nassourdine, quand tu analyses les combats, les défaites et tout ça pour essayer de t'appuyer dessus et pour pouvoir trouver des stratégies pour toi, trouver une faille, bah, le combat contre Vettori, c'est pas le combat sur lequel tu vas t'appuyer plus que ça. Parce que, bon, la défaite, elle est litigieuse. On en parlait dans le podcast où on nous a posé la question sur qu'est-ce que vous changeriez, tu sais, sur le scoring. Ouais. Tu vois, les low kicks, par exemple, enfin, s'ils scorent moins, ça me choquerait pas. Tu vois, c'est tellement facile de mettre un low kick. Tu vois, que si ça score moins qu'une frappe, qu'un middle ou qu'un high kick, ou alors que des frappes au corps, des frappes à la tête, on va généraliser la chose, bah, ça me choquerait Mhm. pas plus que ça, tu vois. Ah, clairement. Clairement. Clairement, tu es Donc, dans ce dangereux. ouais.
il met une pression lente et constante. Tu sais, ça me fait un peu penser justement à un combat qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, tu sais, de Strickland, tu vois, qui avance sur toi petit à petit, qui sait reculer quand il faut. Et puis après, il enclenche la marche avant et puis il y va sans mettre trop de volume, même si Strickland, c'est beaucoup plus propre en boxe que Dolidze. Mais petit à petit, il t'étouffe. Tu vois, il vient, il avance, il te met la pression, tu sais. J'ai l'impression qu'il arrive quand même à imposer son rythme les trois quarts du temps. Ouais, en plus, il a un gros physique. Je savais pas, mais il descend des poids lourds, hein. Il a commencé sa carrière en poids lourd. D'accord. Donc, gros physique, de toute façon, ça se voit, hein. Et ouais, pression. Bah, de toute façon, c'est là qu'il est le mieux, hein. Si tu le Hmm. fais reculer, t'es bien. Ouais. Ouais, ouais. C'est Eric Nicksick dans son coin en plus, hein. Lui aussi, hein. Si je Ah me ouais? trompe pas. Si je me trompe pas, c'est Eric Nicksick dans son coin. Ok. Donc, parce que j'ai vu pas mal de combats, mais tu sais, au bout d'un moment, tu sais, tu fais attention sans faire attention, mais je crois bien que c'est Eric Nicksick. Donc, ça expliquerait un peu le chemin un peu. Déjà, ça expliquerait l'étude du combattant avant, tu sais, l'analyse avant le combat. Et ça expliquerait aussi, tu sais, cette petite stratégie tu sais, pour les mecs qui font de la pression lente comme ça, mais continue, qui savent reculer, tu vois, leur faire accepter le fait qu'il faut pouvoir reculer, sortir et puis après revenir. Ah, ça peut être une ligne, tu sais, de coaching côté école Nixik, tu vois. Donc voilà. Il explose avec ses crochets ou avec son front arrière, en overhand ou en crochet pour passer au-dessus de la garde de l'adversaire, en fait, tout simplement. Il est très puissant sur ses frappes. Il y a bien un truc qu'on peut lui donner, c'est la puissance. Alors, pas forcément de knockout power à proprement dit, où il touche, il t'éteint, mais tu sens que la frappe, elle est très, très lourde, quoi. Faut pas les prendre. Et des 2 points. Ouais, redis ta phrase, parce que attends bien que j'ai fini, parce que sinon, ça Non, coupe. j'ai juste dit et des 2 points. Ouais, Et il est dangereux en sortie de corps à corps. Quand il y a une rupture de contact, ses crochets, ils sont ultra explosifs, ultra puissants. Ouais, c'est danger. ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. À la cage, il peut envoyer ses genoux, surtout si une ceinture à l'arrière, comme contre Hermanson par exemple. Enfin, tu vois, il va chercher à te coller, à t'amener à la cage, à passer dans ton dos, et puis derrière, il va te matraquer de genoux sur la cuisse, sur le nerf sciatique, tu vois, histoire de bien t'user. Donc c'est une grosse force pour lui, tu sais. C'est vraiment son travail à la cage, il est surtout derrière, enfin, tu sais, en passant derrière. Ouais, 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 En termes ouais. de défense, s'il est touché, il va plonger dans les jambes. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est vraiment ça. Il va avoir sa garde et tout ça, il n'y a pas de souci, il va checker et tout. Mais s'il sent que le mec est vraiment bon, il va descendre. Et il va descendre dans le bon timing. Ça va pas être une descente, tu sais, sacrificielle. C'est vraiment, il va choisir. Il a un super timing dans ses entrées en boxe, mais il a aussi un bon timing. Et ça, c'est un truc aussi qui caractérise bien les mecs de la couture, tu vois, d'extrême couture, c'est on voit qu'ils travaillent sur le timing entre la boxe et aussi le timing sur la, tu vois, vraiment il descend dans un parfait timing. Ouais, mais après, on le voit pas souvent descendre, hein. Sur ces derniers combats, on l'a pas vu souvent descendre. T'as regardé quel combat, toi? J'ai regardé Vettori, j'ai regardé Hermansson, Dokos et Phil Hawes. D'accord. Bah, Phil Hawes, c'est lui qui amène, c'est Phil Hawes dans une espèce de, tu sais, de moment où ça vient. Hermansson, je crois qu'il Yeah. l'amène. C'est Hermansson qui amène. C'est Hermansson qui amène. Ouais. Dokos, de toute façon, enfin, ça va pas durer bien longtemps le combat, hein. Mhm. Des Vettori, ok. Ouais, ouais, ouais. Ok. Sur ces combats-là, ouais, je comprends ouais, que effectivement, tu as vu qu'ils descendent pas plus que ça dans les jambes. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, il se laisse aussi amener. On verra ça tout à l'heure. C'est ça, oui. T'as des choses à rajouter sur sa boxe? Non, non, non. Nassourdine, lui, c'est un joli mix entre le karaté et la boxe anglaise. Déjà, on sait qu'il vient de la boxe anglaise à l'origine. Donc, je crois que c'est ça, hein, familialement, d'un point de vue familial, tu sais, c'est ça. Ils ont commencé tous par la boxe anglaise. Je crois que leur père, il fait de la boxe anglaise, si je me trompe pas, et qu'il les a mis dedans tôt. J'ai un vague souvenir d'une vieille interview où il parlait de ça. Euh, il a mixé ça avec un travail de in and out, une posture et une garde type Shotokan.
Tu sais, avec les mains bien basses, le poing avant, tu sais, très en avant, le poing arrière, tu sais, un peu plus bas. Il avance, il recule, tu sais, et puis il va exploser, tu sais, pour venir te toucher. Ça fait vraiment penser au Shotokan, tu vois. Ouais, c'est beau, c'est un beau style, c'est un style que j'aime voir. Enfin, en fait, ça donne des combinaisons très fluides. Mm. Tu sais, c'est explosif, ça part vite. Non, j'aime beaucoup la boxe de Nassourdine, sa boxe anglaise. Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Lui, il est en droitier, 100%. Il y a pas de souci. Mais d'ailleurs, quand tu regardes la boxe de Nassourdine et tu regardes le travail de Cyril Gane, tu sens que les deux font exactement la même chose. Plus je le regardais, plus je me disais, putain, on dirait vraiment Cyril Gane, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. C'est le même jeu. Tu sais, je vais toucher le petit front dans la cuisse. Hop, je viens, je tends les bras. Hop, un front kick au corps. Je reprends ma distance. Je viens à la collision. J'envoie mon enchaînement. Une petite esquive. Je ressors. Tu sais, c'est vraiment ça. Par contre, il est obligé de venir à la collision. Tu vois? C'est-à-dire que il n'y a pas ce truc où il va pouvoir, tu sais, se poser devant quelqu'un et venir le boxer, tu sais, directement. Il est obligé d'être dans ce jeu-là où il va rentrer, tu sais, vraiment, ouais, vraiment à la collision. Alors, il va se poser, il va envoyer son jab souvent. Souvent, il fait même jab crochet. Euh, ça peut être suivi de sa droite, tu sais, c'est avec la gauche, jab, crochet du gauche, et puis après, il va suivre avec sa droite, soit en direct, soit en espèce de direct remontant un petit peu en fonction de ce qu'il a mis avant. En fait, s'il met jab, il va faire jab cross en ligne. S'il met le crochet, il va avoir tendance à remonter son direct, tu sais, à faire un petit va-et-vient, tu sais, une petite ondulation, tu vois. J'aime beaucoup, moi, quand je boxe et quand j'enseigne la boxe, tu sais, j'aime bien parler de ces enchaînements fluides en continu, tu sais, où tu vas avoir vraiment une rondeur dans ton style, tu vois. Ouais, Et il a vraiment cette rondeur-là, tu vois. ouais. Donc, il est très varié, il est très précis. C'est pour ça qu'on l'appelle le sniper, hein. Vraiment, pour le coup, il a vraiment une grosse précision de frappe. Mais par contre, voilà, sorti de ces trucs-là, tu vois, où il va checker, tu sais, en mode karaté, il va être là, la main devant, il va envoyer son jab et tout ça, et puis il va suivre. La plupart du temps, quand même, il va falloir qu'il rentre en jaillissant, tu vois, en rentrant, en venant percuter directement l'adversaire pour lancer sa séquence. Ouais, alors soit il arrive à imposer ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire contrôler le bras avant, le checker, tu sais, le gant. S'il Oui, arrive à faire ça, s'il prend ce contrôle-là, et Dolidze aussi le fait. Dolidze aussi le fait beaucoup. Donc ça va être une guerre à ce niveau-là, de celui qui va réussir à contrôler le bras avant de l'autre. Quand il arrive à faire ça, il est bien, tu vois, il peut lâcher ses enchaînements. Quand il n'y arrive pas, c'est là où il va partir de loin, il va exploser. Il explose bien, hein, après il ressort bien, mais, mais bon, il y a quand même pas mal de distance à casser. Et il peut s'exposer à des contres sur ses entrées. puis surtout, il crame de l'énergie. En fait, on l'a vu dans ces combats-là où il avait du mal à imposer, tu sais, son jeu à une distance courte, tu vois, justement Mm. avec ce check de la main. Parce que ce check de la main, il lui permet aussi de prendre sa distance. Enfin, c'est vraiment ça. Et donc, quand il peut pas faire ça, effectivement, bah, il est toujours dans l'explosion et donc il fatigue. Et sur 5 rounds, eh ben, on sait que, enfin, en tout cas, on nous a prouvé qu'il pouvait se cramer déjà en 3 rounds. Donc, sur 5, ça peut faire flipper. Après, moi, ce qui me rassure, c'est qu'il a quand même fait 5 rounds contre Strickland et que dans le dernier round, il prend le dernier round, tu vois. Il était là. Oui, Et il je suis le d'accord. prend. Ça veut dire que finalement, quand émotionnellement ça va, parce qu'en fait, les fois où il s'est cramé, c'était émotionnel, hein. Tout C'était à quand fait. il voulait arracher la tête du mec. Finalement, quand il est assez mesuré dans ce qu'il fait, ça, je m'inquiète pas plus que ça, en vrai. Ouais, 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 je suis d'accord. Et je le disais tout à l'heure sur les mains, là, quand il vient checker les mains, c'est pour prendre sa distance aussi sur le front kick, en fait, tout simplement. Tu vois, il fait un peu, c'est un peu ce que fait Strickland d'ailleurs. C'est marrant. C'est un peu le même genre. Tu sais, de checker avec les mains, boum, un petit front qui passe très bien. Tu sais, quand tu es à distance, les deux bras sont tendus pour ta jambe, c'est parfait, tu vois. En plus, il n'y a plus de défense au corps. Donc ça, il le fait très bien. Front kick des deux jambes d'ailleurs, hein. Il est à l'aise autant avec une jambe qu'avec l'autre. De toute façon, il est très varié, hein. Il a une boxe vraiment très, très fluide. Enfin, c'est propre, hein. C'est très beau à voir. Euh, donc, il utilise ses jambes aussi en low kick ou autre. En fait, il varie les zones de frappe, mais c'est, c'est, euh, c'est plus pour un travail de destruction, tu sais, où il va venir toucher. Par contre, enfin,
Non, c'est pas ce que j'ai mis ça. Je sais pas ce que je voulais mettre. Je voulais mettre. Non, il va Ouais, toucher, c'est pour varier. Non, c'est pour varier ses ouais. axes de frappe. Parier, c'est Voilà, pour conserver sa c'est distance. ça. Voilà, c'est parce que j'ai sauté une ligne en fait. Ici, c'est pour varier ses zones de frappe, plus que pour en faire un travail de destruction. C'est pour ça. J'ai vu le mot destruction, tu sais, il m'a marqué l'esprit, alors que non, c'est l'inverse. Il va varier ses zones de frappe pour justement faire un travail de destruction autre. Tu sais, qui va être plus avec son anglaise, donc pour libérer de l'espace avec l'anglaise. La seule jambe qu'il envoie vraiment en mode destruction, c'est le genou. Tu sais, dès que l'adversaire se penche, il y a le genou qui monte. Ouais. Dès qu'il arrive à la cage, le genou il monte. Tu vois, dès qu'il va y avoir, il va acculer un adversaire et que l'adversaire va se mettre dans boule, hop, le genou il va monter directement. Et ça, c'est instantané. On sent que c'est travaillé à la perfection. C'est vraiment quelque chose qui fait vraiment très bien. Ouais. Non, franchement, en anglaise, mais en pied-point même, hein. Pas que l'anglaise, en pied-point, il est très très propre. Oui, oui, oui. Mais le maximum des dégâts viennent quand même De l'ang- de l'anglaise. Il utilise beaucoup ses coudes, mais essentiellement à la cage. À la cage. Dès qu'il est à la cage, il sort les coudes. Ça, Ouais, c'est. je l'ai noté. Et par contre, des fois, il prend des risques quand même avec ses coups de retourner. Au moins une fois par combat, il essaye son coup de coude retourné. C'est en. Mhm. Pas vraiment retourné en étant debout, mais en se penchant en avant et en mettant le coude. C'est Et il vient d'où ce pattern? Ce pattern, il vient d'où? Il vient du MMA Factory, ils le font Ah, tous. bien sûr, ben, on l'a vu, ça peut fonctionner, hein. On a vu Cyril Gane le mettre contre. C'était contre Lewis. Cyril Gane contre Lewis, on a vu Pour, Younoussov contre, je n'ai pour plus le nom, son mais dernier, au Ares. je sais plus. Ouais, pour la ceinture du Ares. Donc ça marche dans ces cas-là. Mais tu sais, on va, tous ces patterns-là, il y a différents patterns comme ça qui sont mis en place par le MMA Factory qui sont systématiquement les mêmes, puisque on sait, on l'a vu au fur et à mesure du temps, en fait, il y a vraiment un style signature MMA Factory, mais il n'y a pas beaucoup de variété dans le style. En fait, on l'a déjà dit, donc c'est pas une redite, vous n'allez pas nous dire oui, vous taclez toujours les mêmes, mais c'est vrai, c'est une réalité où tu as l'impression qu'il faut coller dans ce style, tu vois. Il faut que ça soit un style de in and out, du toucher sans être touché. Enfin, tu vois, ça a été beaucoup mis en avant, qui fonctionne pour certains, qui ne peuvent pas fonctionner pour d'autres, au détriment, en fait, de travailler sur l'individu et de peaufiner un style autour de l'individu, tu vois. C'est un peu, euh, c'est un peu l'usine au même style, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, force est de constater qu'en tout cas, pour Nassour, ça marche assez bien. Parce que son palmarès, il est bon. Pour Cyril Gane aussi, ça colle. Donc en fait, ça leur va bien ce jeu. Je vais nuancer. Alors, sur la partie boxe, oui. Sur la partie lutte, tu vois, par exemple, ça a créé un travers à Nassourdine, qui sera sûrement corrigé, justement, avec sa nouvelle équipe. On en parlera sur la partie Dans lutte. la partie lutte, ouais. En termes de défense, bah, il est très bon hein, sur les phases anglaises. Il a des bonnes esquives rotatives, par exemple. Mais par contre, il y a bien un truc où il va falloir qu'il travaille, c'est sur les low kicks. Il prend tous les low kicks. Et en plus, il les prend salement parce qu'à chaque fois, il est déséquilibré par le low kick, quoi. Ouais. Donc, ça va avec sa posture de karaté, tu sais, qui est très de côté. Mais en tout cas, si j'ai remarqué, à tous les combats, à chaque fois, les low kicks, il les prend, quoi. Il prend tout. Il prend tout. Après, Dolidze aussi, il en prend pas mal. En fait, les deux sont exposés au low kick. Dolidze, parce qu'il les bloque pas, Hmm. il les prend. Nassour, c'est au-delà de les bloquer, c'est surtout lui, comme tu as dit, c'est sa posture, en fait. On sait que ce jeu d'être très sur la pointe des pieds, très dans le déplacement, t'es exposé au low kick. Ouais. Alors oui, il les prend, mais ça n'a pas la même incidence parce que quand tu les prends, mais que tu restes bloc sur ta position, tu vois, tu peux encore gérer la partie anglaise. Tu vois, enfin, si t'es une frappe qui vient derrière, tu vois, tu es dans ta posture. Par contre, quand tu viens et que tu es fauché, tu vois, à chaque fois qu'il est fauché, à chaque fois, il a le menton à la fenêtre. Mm. Parce qu'en fait, c'est normal, c'est le réflexe humain. En fait, tu as la jambe qui part, limite, tu es prêt à poser tes mains au sol dans ta chute, tu vois. Et à chaque fois, il est là. Alors, jusqu'à maintenant, il n'est pas tombé sur quelqu'un qui était en capacité d'exploiter ça, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, il faut faire attention à ça. C'est un truc à corriger absolument. Absolument. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la boxe de Nassau? Non. Non. Juste, je sais pas si on l'a souligné, mais c'est sa vitesse de bras, elle est folle. Ouais, non, on l'a pas dit, mais c'est vrai. Ah, parce que quand je regardais les combats, je me disais, tu vois,
Quand il accélère avec sur son gauche-droite, ça va à une vitesse, c'est ouf. Mais ça va avec son relâchement. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, c'est impressionnant. Non, c'est vrai Pas, qu'il est pas relâché. ultra puissant, c'est pas ultra puissant, mais c'est ultra rapide. Oui, et puis tu sens qu'il peut faire des extensions, tu vois. C'est-à-dire que derrière, s'il sent qu'il a touché, très rapidement, il va enchaîner avec ses crochets, ses uppercuts. Enfin, tu vois, il va rentrer dans l'enchaînement. Non, non, il est très bien. Et puis, c'est ce que j'ai remarqué sur les esquives rotatives, c'est justement quand il reste longtemps dans l'échange, tu vois, où il y a des gens, quand ils restent longtemps dans l'échange, ils se font toucher. Lui, non, il va rester dans l'échange, il va voir le coup arriver, poup, une esquive, il va ressortir, tranquille, hop, c'est parti. Non, non, il est très bon, hein, là-dessus, hein, il n'y a pas de souci. Et il a été de mieux en mieux au fur et à mesure des combats, en plus de ça, tu vois. Tu sens que son style, il se l'est approprié au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour ce combat, je pense qu'on est d'accord. Nassour, en boxe, qui prend l'avantage. Ouais, je suis d'accord aussi. La lutte, Dolidze. Alors, très bonne lutte. Quand il décide de partir, il a un timing qui est parfait. Il prend le double leg ou alors il ceinture. Et là, soit il va faire chuter, soit il passe dans le dos et il contrôle à la cage pour placer les genoux. Déjà, pour commencer. Simple et efficace. Super efficace. Mhm. Son contrôle à la cage, il est bon. Ouais. Mm. Mais même ses amenés, hein. Bah, alors, dans les combats que tu as vus, tu t'en es peut-être moins rendu compte, mais il a un très bon timing. Tu vois, il emmène quand il veut, quoi. Mais il emmène qui? Ses adversaires. Il y a ça, en fait. Là, des adversaires que j'ai vus qui sont des bons adversaires, il n'en emmène aucun. Est-ce qu'il fait le choix? Est-ce qu'il lance l'amener, tu vois? Ça, c'est un autre débat. Voilà. Est-ce qu'il Après, est qu'il a alors, amené ou pas? ouais, après, il y a une chose, hein, c'est que effectivement, dans sa nonchalance, tu sais, le mec, il s'en fout. Tu vois, j'ai cette impression, lui, il vient juste au contact. Après, s'il est dans le dos et qu'il ceinture et qu'il met des coups de genou, tu vois, ça lui va très bien aussi. Oui. Tu prends Hermanson, par exemple, le fait d'être resté dans cette posture, bah, hey, coup de genou à la tête, merci, bonsoir, tu vois. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est du contrôle. Ce qu'il veut, c'est sortir on va dire, du tarif qu'il peut prendre en boxe. Ou alors, quand il a décidé de sortir de son travail de boxe, il va venir au contact. En fait, c'est plus il vient au contact et il contrôle son adversaire. Après, si ça se passe au sol, c'est bien. Si ça se passe debout, c'est très bien aussi. Et c'est peut-être même mieux parce que j'ai l'impression qu'au sol, et on en parlera tout à l'heure, il est meilleur en dessous qu'au-dessus. Donc, il n'a Oui. pas vraiment d'intérêt en soi à amener particulièrement. Tu vois. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça qu'il tente pas plus que ça. Il est dangereux au clinch au niveau des frappes. Maintenant, en lutte offensive, je le trouve pas spécialement dangereux. Je le trouve pas inquiétant, en tout cas pour Nassourdine. Parce que je pense même pas qu'il va tenter, en fait. Mais je sais pas, parce que ça serait une stratégie à mettre en place, hein. Moi, je pense que tu sous-estimes sa lutte, par contre. Tu Moi, je vois? pense que la stratégie, ça serait de le coller. Parce qu'on a vu que Nassour, tu pouvais le coller et que c'est pas un jeu qu'il aime, tu vois. Se Mhm. faire à la cage, c'est une galère pour lui. Donc, mettre ça en place, oui, mais sans forcément l'amener au sol. Oui, je suis d'accord. Alors ça, on est entièrement d'accord, on en parlera tout à l'heure pour Nassourdine, mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais pour ça, il faut pouvoir le faire. Et ça passe dans le niveau en lutte aussi. Tu sais, le niveau en lutte, c'est pas forcément arracher les mecs, les Ah chier non, dans tous les alors, sens. c'est Tu corrigé, vois? il a une bonne gréco. Ouais, Voilà, il a une bonne gréco. Mais ouais, je suis d'accord. en lutte libre, je pense pas qu'il soit. Alors oui, bien sûr, il a l'explosivité et la puissance pour s'il rentre en double leg, il a un bon timing, il va t'arracher. Maintenant, c'est pas là qu'il est le meilleur. Ouais, mais pourtant, je t'assure que son timing, il est parfait. À chaque fois, moi, j'étais impressionné. Quand il décidait d'y aller, ça se passait et ça se passait sans. Tu vois, un Dricus du Plessis, il rentre et tu sens que c'est dans la douleur, tu vois, dans la force, tu vois. Dolidze, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et c'est là où je te dis qu'il a une bonne lutte. C'est pas parce qu'il la met pas en application plus que plus, mais tu sens vraiment que quand il vient en contact, c'est simple, c'est fluide, c'est boum, il passe, il sait exactement où il va, il sait exactement comment emmener son adversaire où il veut. Et crois-moi, s'il veut faire chuter, il fait chuter. S'il veut rester dans le dos, il y restera dans le dos. C'est juste qu'il préfère rester souvent dans le dos, en fait, ceinturer à la cage et rester dans le dos. Et autre chose qui me fait dire qu'il a une bonne lutte, c'est qu'il est rarement, lui, contrôlé à la cage. Ça oui, ça oui, je suis Tu vois? d'accord. C'est rarement lui qui est dominé à la cage. C'est plutôt lui qui domine. Par contre, en termes de défense, c'est vrai qu'il accepte. Ça, c'est une réalité. Il accepte les amener, mais vraiment, tu le sens. Parce qu'en fait, il accepte les amener. Pourquoi? Parce que soit il prend la guillotine,
C'est ça. Donc voilà. Et il a une bonne guillotine, même si bon, il finalise pas. Mais tu vois, contre Hermansson, par exemple, Tu elle sens est. le, tu sens le danger sur la guillotine et tu Ouais, sens qu'en plus, il va y avoir une suite. Tu vois, c'est pas le mec qui prend la guillotine et quand elle foire, il sait plus quoi faire. c'est Tu sens ça. qu'il se place idéalement pour enchaîner derrière. En fait, c'est ça, c'est que sa guillotine lui permet de s'installer dans sa position forte au sol. Tu sais, ou soit il va rouler en orange, tu sais, d'une épaule à l'autre, il va se lancer pour juste, mais c'est même pas se lancer pour emmener l'adversaire avec lui, c'est juste pour lui recomposer sa garde. En fait, dès il va se laisser tomber à genoux, il va rouler, poum poum, il va ouvrir ses jambes, il va accueillir son adversaire dans sa garde. Très bien, c'est ce qu'il veut de toute façon. Il veut que tu sois dans la garde parce qu'il a une garde qui est très efficace, on le verra tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Donc, il n'y a pas de recherche véritablement de stopper la lutte parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il ne sera pas dominé au sol. Et Ouais. pourtant, il y a eu des mecs en face de lui comme Hermansson qui sont des tueurs au sol. Et même malgré ça, tu vois, personne n'arrive à le dominer au sol, à lui mettre un grand endpoint de malade et tout ça. Enfin, tu vois, des contrôles forts. Il est toujours à l'aise dès qu'il est dos au sol. Non, c'est ce que j'ai noté. J'ai noté que sa défense principale sur les amenés, c'est pas de défendre l'amené, c'est de s'assurer une bonne position à l'atterrissage. C'est-à-dire que soit vous rentrez en double, il arrive à prendre la guillotine, ou même en single, et en tombant, il prend la demi-garde ou la garde. Ce qu'il veut, c'est la garde fermée, hein. C'est là où il est le Ouais. plus fort. Soit il ceinture vos bras pour qu'à l'atterrissage, vous soyez en contact avec lui pour pas que vous puissiez prendre de distance pour mettre des frappes. Comme ça, à l'atterrissage, il est déjà en position, il a déjà les bras verrouillés pour attaquer. Et voilà, c'est tout ce qu'il fait, hein. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'il est sur le dos, c'est un danger. Ouais. Ouais, on en parlera après, mais oui, un énorme danger d'ailleurs. Enfin, un énorme danger, à nuancer. À nuancer, on va voir ça. T'as des choses à rajouter? Non, Nassourdine, bon lutteur. Quand il veut amener, il prend la saisie. Souvent, lui, c'est plutôt single leg, justement. Et il va, et ce qui est marrant, c'est qu'il avance avec son adversaire. Il marche. Tu sais, il prend, il marche. Il est très bas et il marche. Tout, tu sais, avec. Tu sais, c'est pas vraiment ce. Il sait, enfin, il a compris que dans la lutte, il doit y avoir une continuité tu sais, dans le mouvement. C'est-à-dire que tu n'emmènes jamais, enfin, ou très rarement en première intention. Il faut que tu suives ton adversaire. Tu sais, tu vas le transpercer normalement. Quand tu cherches à partir en lutte, il faut que tu transperces ton adversaire. Bah, lui, il va marcher avec jusqu'à l'amener où il veut. Et donc, c'est souvent à la cage où ensuite il vient ceinturer dans le dos, justement, pareil, il va déséquilibrer vers l'avant. Un peu lutte d'Aguestanaise, hein, d'ailleurs, hein. Hop, il vient, il prend les contrôles, il passe la jambe devant les jambes de l'adversaire, boum, il le ceinture, il lui fait poser les mains au sol. Et voilà, très bien, très simple, il fait chuter vers l'avant, pas énergivore, voilà, c'est maîtrisé, c'est parfait. ouais, d'accord, c'est là où il est le meilleur. C'est là où il est le meilleur. Il, il peut faire des attaques classiques, un double, tout ça, mais il est pas, je le trouve pas assez explosif sur ça et assez puissant, en fait, je pense. Je pense qu'il y a un déficit de puissance quand même sur la lutte. Maintenant, là, il nous a montré contre Curtis, Mhm. c'était super intelligent ce qu'il faisait en prenant le dos systématiquement, mais aussi grâce à sa boxe, en fait. En fait, il est bon en lutte quand il arrive à imposer sa boxe. Il a besoin de mixer les deux. Et il passait dans le dos grâce à sa boxe et à la défense de Curtis qui était en Philly. Il passait dans le dos, il ceinturait. Il avait jamais été amené au sol, Curtis, hein. Jamais. Ouais. Jamais. Et c'était super intelligent, tu vois, très simple, comme tu as dit. Body lock, il était en ceinture arrière. Petit barrage avec le genou, à chaque fois ça tombait. Donc, non, non, il est bon. Il est bon en lutte, il est intelligent. Oui, je suis d'accord. Et puis l'avantage de cette amenée-là, c'est que derrière, tu es en contrôle. Tu vois, tu gardes ton contrôle du début à la fin. Ouais. Maintenant, là où Curtis a une défense classique, où il cherche à rester debout, en fait, sur un Dolizé, tu peux pas le ceinturer dans le dos comme ça. Parce que ça va rouler tout de suite. Hmm. Ouais, Donc, je suis cette d'accord. attaque, elle est quasi. Ça serait une grosse erreur même de se retrouver dans cette position. Mais de toute façon, je pense pas que l'idée d'amener Dolidze au sol soit une bonne idée, hein, de toute façon. Non, non, mais en fait, Nassour, dans quasiment tous ses combats, il y a des phases de lutte. Initiées par lui, parce que comme tu disais, il rentre au contact, il a besoin d'exploser. Et en fait, quand tu exploses et que tu te retrouves au corps à corps, c'est soit tu ressors, et ça demande de l'énergie ça demande beaucoup d'énergie de rentrer et sortir, soit tu sais, essayes de passer derrière, de ceinturer en profitant de ton entrée. Là, contre Dolidze, il ne peut pas vraiment faire ça. Bah, sinon, il faut le laisser rouler, rompre le contact et rester à distance. Tu vois, faut pas accepter après de descendre dans la garde avec lui. Parce que tu peux très bien l'anticiper. C'est-à-dire, tu sais qu'il va rouler. D'accord? Bon, quand tu roules, tu as plusieurs choix. Soit tu es un excellent lutteur. Enfin, je parle quand tu subis pas la technique, hein, quand c'est toi qui l'anticipes.
Donc, tu l'as ceinturé, il roule. Soit tu vas le suivre, comme a fait Evloev contre Harold Allen, tu sais, où tu restes au contact et tu te mets tu décides de rentrer dans le rouleau compresseur, mais tu sais que tu vas garder ta ceinture et que tu sais que tu vas le conserver. Ou comme a fait Shimaev contre Kevin Holland, tu vois. Soit tu lâches. Dès que tu sens qu'il roule, tu lâches, tu le laisses, hop, tu restes debout. Et puis tu lui dis, allez, relève-toi. De toute façon, dans le MMA, c'est celui qui est debout qui a le contrôle de cette partie du combat. C'est-à-dire que l'arbitre va s'interposer entre les deux, il va faire relever toujours le mec qui est au sol. D'ailleurs, ça aussi, bah, tu sais, quand tu es un mec du sol et que tu te dis, je comprends pas. Tu vois, à partir du moment où le mec du sol, il avance sur toi, tu vois, même s'il a tiré la garde, il est assis par terre, il avance sur toi, pourquoi tu le fais relever? Tu sais pourquoi c'est forcément là dans ce cas-là le boxeur, alors c'est pour l'image, c'est pour le spectacle, mais le boxeur qui a l'ascendant sur le mec du sol. Ouais, ouais, bah, c'est comme tu as dit, hein, c'est pour le spectacle. Hein. Ouais. Bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, de toute façon, la question ne se posera pas dans ce combat-là parce que ça ne posera pas de problème à Dolidze de se relever, de toute façon. Ouais. Quand il est attaqué, il défend bien grâce à deux choses. Ses déplacements, parce que déjà, bah, le fait qu'il soit toujours en mouvement et tout ça, c'est dur d'aller le cibler et d'aller l'attraper. Et aussi par sa stabilité. Justement, il est tellement bien sur ses appuis, tu sais, en sautillant, que quand il se fait saisir, il peut fuir, tu sais, et en fait, fuir en restant très stable, tu vois, et retirer son pied. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça lui pose aucun problème. Donc, par contre, bémol, quand il est dos à la cage, euh, pour moi, il est trop dans l'acceptation de la position. Il n'arrive pas, il comprend pas le mouvement. Enfin, tu sais, on parlait des patterns du MMA Factory. Quand ils sont dos à la cage, ils ont deux choses à mettre en place. Dans le coaching, tu entends deux choses. La première, enfin, tu entends deux choses, où il y a deux choses qui se passent. Ninja choke. Deuxième, coup de hanche, droite-gauche, gauche-droite, tu sais, pour essayer de sortir. Tu vois. Euh, pour le coup, tu vois, quand je disais qu'il y avait des patterns qui convenaient à des gens et d'autres qui convenaient pas, tu vois, par exemple, Cyril Gann, c'est parfait pour lui. Ninja choke, bon, il l'utilise pas plus que ça, mais par contre, le in et out, là, comme ça, le gauche-droite, poum, pour sortir, il le fait très bien. Tu vois, parce qu'il a de la puissance, parce qu'on a vu qu'il avait un bon mouvement de hanche quand il lance la salsa, donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de problème. Nassourdine, tu le sens il est perdu quand il lui demande, par exemple, contre Phil Hawes, droite gauche, Phil Hawes, il savait comment suivre. C'est-à-dire que quand il a vu qu'il commençait à trouver une sortie d'un côté, hop, il tournait, boum, bras sous l'aisselle de l'autre côté, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, il est resté collé à la cage du début à la fin. Ouais. Après, à sa décharge sur ce combat, c'est vrai que ça date déjà. Et il avait pas ce physique-là. Je pense qu'il y a on l'a vu de toute façon, il y a une grosse évolution physique. Il manquait clairement de puissance. Même si je pense que dans ce combat, il manquera encore de puissance au contact, mais il y a eu une évolution quand même. Ouais, mais est-ce que tu as vu une évolution dans son Dans jeu le... dos à la cage? Bah Non. non. Donc en fait, c'est pas que le physique, c'est juste que cette technique-là ne lui convient pas. Il faut trouver autre chose. En fait, il faut juste trouver autre chose. Il faut trouver d'autres contacts, il faut trouver d'autres, tu sais, je sais pas moi, du over-under, je sais pas. Il arrive bien à repousser, mais même repousser la tête, tu sens que physiquement, il a du mal. Tu sais parce que en fait, ce que veut, ce que veut Lopez, c'est d'une frame, tu vois, de repousser, de créer de la distance avec l'avant-bras, et puis derrière, ou de repousser la tête, tu vois, pour ensuite créer un peu de distance et partir. Sauf que quand le mec il est bien installé, ça marche pas. Donc si au niveau de la tête ça marche pas, si tu n'arrives pas à rentrer tes bras et que tu sens. Parce que tu peux développer de la force quand tes coudes sont près de tes hanches, et tu peux développer de la force quand tes coudes sont près de tes épaules, tu sais. Enfin, tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je pousse à ma ligne d'épaule, donc pousser la tête, il y en a certains, ça va pas poser de problème, ils vont développer beaucoup de force. Et il y en a d'autres, moi par exemple, pousser avec cet angle-là, je sais que mes épaules, je sais pas, après j'ai des problèmes d'épaule et tout ça, mais je développe très peu de force. Par contre, pousser au niveau de la ligne de hanche, là, il n'y a pas de problème. Avec les coudes plus bas, les coudes fermés au niveau de mes flancs, là, je vais pousser beaucoup plus fort. Et je ne sais pas vraiment s'il y a eu une tentative d'évolution à ce niveau-là, de trouver autre chose. En fait, s'il y a un truc qui ne passe pas, fais autre chose. Tu vois. Donc peut-être que lui, underhook, pousser les hanches ou underhook, tu vois, avec des bras plus bas, ça marche peut-être mieux pour lui. Tu vois. Maintenant, j'ai confiance justement en Nicolas Haute pour lui, justement, essayer de trouver d'autres solutions.
Tu vois, de trouver d'autres angles d'attaque pour ça. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, dès qu'il se fait contrôler à la cage, c'est très laborieux. On sent que vraiment, il n'a pas l'explosivité pour le faire. Le ninja choke, alors ça marche. Il y a eu contre qui Ige, non, où il prend Non, le ça va pas. euh, Abazian. Shabazian. Non, mais non, ça a pas, il n'a pas finalisé. Mais Oui, par oui, contre, grosse mise ça en a danger. marché. Ça a eu une grosse mise en danger. Derrière, il fait la transition. On en parlera tout à l'heure avec la guillotine. Mais on en parlera sur la partie sol parce que je me suis vraiment concentré sur ça pour la partie sol de Nassour. Mais en tout cas, bon, ça a marché là, mais ça marche pas à tous les coups. Surtout là, on l'a vu. Maintenant, ça y est, le Ninja Choke qui était révolutionnaire il y a pas longtemps. On parle de mode, tu sais, dans tous les styles. Le Ninja Choke, ça a été une mode qui a été fulgurante, tu sais, où les gens ont réussi à installer des Ninja Choke, mais elle n'a pas duré longtemps parce que, en fait, c'est facile de défendre. C'est Non, facile de défendre. on l'a déjà dit, une fois quelque chose fonctionne 3, 4, 5 fois, ça y est. Tout le monde a trouvé comment contrer. Et tout le monde a compris que sa tête, fallait la placer différemment. Fin de l'histoire. Et que quand tu étais pris, bah, ne serait-ce que tu sais, le fait de tourner la tête, de te lancer, de tourner ta tête, bah, ça sort. Ça sort parce que tu contrôles pas le bras avec, tu vois. En fait, l'avantage du Ninja Choke, c'est que tu as peu de choses à contrôler. Le désavantage du Ninja Choke, c'est que tu contrôles peu de choses. Donc forcément, c'est facile à placer, mais en même temps, c'est facile à sortir. Ouais. Donc c'est pour ça. Et ça, faut le comprendre. Donc voilà. Mais sinon, il tarde toujours à sortir du contrôle. Et ça lui fait perdre du temps, ça lui fait perdre de l'énergie. Alors, il se fait pas amener, hein. Il est stable et tout ça, il n'y a pas de souci. Il sait bien comment se positionner à la cage, il n'y a pas de problème. Mais par contre, bah, c'est du temps de contrôle de perdu, quoi. Ouais. En défense à la cage, par contre, pour ne pas se faire amener, il est là. Les fois où il se fait amener, en général, c'est à l'ouvert, hein. C'est quand il commence à enchaîner et qu'il se fait timer. Ouais. Strickland l'a emmené plusieurs fois. Je sais plus quel autre adversaire j'ai vu là, il s'est fait emmener. Je crois que Phil Oz l'a emmené aussi. Enfin, si tu arrives à le timer sur ses entrées en boxe anglaise, justement, comme il explose, tu peux l'amener. Ben, j'en reviens à Dolidze parce que Moi, j'ai pas vu son travail en lutte, donc si tu me dis qu'il a un bon timing, potentiellement, il peut l'amener. ouais. Ouais, c'est pour ça. En tout cas, moi, je suis l'équipe de Dolidze, je vais parier là-dessus. Tu vois, je vais parier sur le fait d'essayer de l'amener et de l'user un peu, tu vois. Déjà sur le contrôle à la cage, déjà tu peux être sûr que connaissant, enfin en ayant analysé Dolidze et vu son contrôle, son travail de contrôle à la cage où il est derrière et tout ça, tu vois que Nassourdine c'est pas sa force. Faut être con pour ne pas mettre ça en place, tu vois. Ça, c'est sûr. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non. pour ce combat? Je te laisse commencer. Moi, je mets Nassour meilleur lutteur, mais lutte inutile en fait. Enfin, non, meilleur lutteur offensif, je pense. Bah moi j'ai mis Dolidze. J'ai mis Dolidze parce que je pense qu'il est capable de soit le timer, soit de l'emmener à la cage et de le contrôler, tu vois. Parce qu'en plus, il est très puissant. C'est vrai. Après, attention, on va mettre une parenthèse. Je parle du Nassourdine post, tu sais, changement de camp. Mhm. Euh, c'est serré, hein. C'est serré parce que ouais, je vais peut-être aller sur Dolidze. Parce qu'en fait, la lutte de Nassour, elle lui sert à rien dans ce combat. La lutte offensive. Hmm. Bah, en fait, elle lui sert quand il est au-dessus au sol, quoi. Quand il est dominant au sol. Ouais. Mais j'ai pas vu les combats où Dolidze il impose sa lutte. Donc je peux même pas en parler en vrai. Ah, il travaille qu'à moitié aussi, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fait des sélections. Non, mais c'est vrai. Attends, moi j'ai passé une matinée à regarder les combats de Dolidze, j'ai passé une demi-après-midi à regarder les combats de Nassourdine, tu vois. Donc, enfin, une demi-matinée, une demi-après-midi, tu vois. J'ai passé une journée entière à regarder tous les combats. Mais ouais, ouais, ouais. Et je vous cache pas que ça a été laborieux, hein. J'ai piqué du nez deux, trois fois parce que quand même, c'est pas un rythme de fou de l'idée, hein. Alors, j'aime bien son style, mais de se taper en fait ces combats les uns après les autres, les uns après les autres, ouh, c'est Moi ouf. j'aime moi j'aime bien quand il est dos au sol. Ouais. Ouais, bah là, on va en parler justement du sol de Dolidze. Et pour le coup, bah, il a un excellent sol, hein. Excellent sol. Faut pas oublier il a gagné les qualifs ADCC.
Donc voilà, c'est pas rien. Bon, même s'il perd au premier tour de la DCC, mais bon, après, voilà, c'est un niveau stratosphérique, la DCC, c'est le meilleur niveau de grappling que tu puisses avoir en compétition dans le monde. Donc, Euh, Qualif Océanie, je crois qu'il a gagné, non? ouais. Alors, je sais pas quel est le niveau de ces qualifs-là, mais on voit quand même au fur et à mesure du temps que, bah, on a vu avec les Français, hein, des Français qui sont quand même bons, qui ne passent pas les qualifs, quoi. Donc, Asie, Asie et Océanie. Et ouais. il a été champion du monde FILA, le grappling. J'ai entendu ça sur c'est Julien Casier. Effectivement, j'ai vu un petit bout de Mandal qui partageait sur les réseaux sociaux. Là, j'ai pas encore écouté et il parlait de ça. Donc champion du monde Fila effectivement. Alors Ouais. Fila qui maintenant est UWW. Donc mais c'est marrant parce que faudrait que je regarde quand est-ce que c'était parce que moi j'étais sur les championnats du monde Fila, dans les championnats du monde Fila et donc juste pour voir, tu sais en quelle année c'était, savoir si je l'ai rencontré malgré moi à l'époque. Tu sais sans savoir qui c'était. C'est possible. Si tu as l'info, toi qui as accès à ton téléphone, n'hésite, Je te dis ça, et il n'y a pas la date. il n'y a pas la date. Est-ce qu'il y a le pays? Il y a le pays ou pas? Non, il y a juste écrit champion du monde FILA. Donc c'était quand bon, je pense que c'était à son époque grappe, hein. Donc quand il a fait la DCC, c'était en 2016. Ah, Et le championnat 2016, j'y étais plus. là, c'était avant. Donc, 2016, j'y étais plus. Moi, c'était 2008, 2013, ma période fila. Bref, bref. Donc, très bon sol. Sol simple, mais grandement efficace. Il recompose la garde, on l'a dit depuis tout à l'heure. Il place ses coudes. Alors, c'est toujours le même schéma. Il prend la garde fermée, l'adversaire le colle. Il va envoyer des coudes en fait au niveau descendant, au niveau du crâne, pour que l'adversaire se redresse. Une fois qu'il s'est redressé, il a une mobilité de hanche de malade. Il attaque le juji. Mais tu sens que le juji, c'est pas son but premier. mm, En fait, il veut que la personne sorte du juji, donc il s'extrait du juji. Et dès qu'il s'extrait du juji, il va attaquer les jambes. C'est un leg locker. C'est un leg locker, ça c'est sûr et ouais. certain. Et Un leg c'est, locker. il a son schéma, c'est son schéma classique, habituel, c'est toujours la même chose. Exactement. D'ailleurs, sa mobilité de hanche, il fait le juji, mais ça lui arrive aussi de faire le renversement flower, tu sais, où il vient partir, justement partir comme s'il venait en juji, mais en fait, il repasse par-dessus l'adversaire. Je crois que c'est Hermanson qui l'a fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et derrière, après, clé de jambe, bah, très efficace, hein. Parce qu'on voit contre Phil Hose, il lui pète le genou. Honnêtement, il lui pète le genou. D'ailleurs, c'est lui qui stoppe sa clé, qui dit à l'arbitre, attention, il est blessé. L'arbitre laisse continuer le combat, bah, parce que c'est normal, Philos, il n'a pas abandonné. Ce qui est une connerie sans nom, parce qu'il a déjà les ligaments qui ont sauté, à mon avis. J'ai pas eu l'avis du médecin derrière, mais vu l'instabilité du genou, c'est sûr que les ligaments ont pété. Et derrière, il prend un KO. Donc, il a perdu un genou et il a eu un traumatisme crânien avec les problèmes que ça implique. Donc, il faut être stupide. Moi, j'étais là devant mon écran, je disais, mais arrête. Il y avait ma femme. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ma femme. Ma femme était là et pendant que je regardais ce combat-là. Et je lui dis, tu vois, je dis ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est sûr, hein, ça fait guerrier sur le papier, mais c'est une connerie sans nom. Tu fais ça, tu es en troisième round, il reste 1 minute ou 30 secondes. Tu te dis, bon, je peux tenir. Je suis en train de gagner le combat, je vais tenir. Il restait 1 minute 45 dans le premier round. Ça veut dire quoi? Qu'avec ton genou pété, comme ça, où dès que tu poses ton pied, ton genou, il fait la samba, ça veut dire que tu vas tenir encore 2 rounds comme ça? Contre un mec qui a le feu dans les poings, mais jamais de la vie. Tu ne pourras pas te déplacer, tu ne pourras pas esquiver. Toi, tu n'auras plus de puissance dans tes frappes parce que tu n'as plus d'appui. Donc, qu'est-ce que tu veux aller faire? C'est mort, c'est mort. Arrête, stop, j'ai mal au genou, va te soigner, merci, tu reviens plus tard. Il y a des fois, il faut qu'ils réfléchissent un petit peu, hein. C'est vraiment alors comme j'ai dit, par contre, j'ai dit c'est peut-être pour ça que je serai jamais champion de l'UFC. J'ai peut-être pas le mental pour, mais quand même, c'est une Non, connerie. non, C'est que tu vas ouais. perdre. Il y a des prises de décision à prendre et même le coin, en fait, hein. Même le coin. À un moment, si l'athlète, tu sais, voilà, il est dans son combat, il n'est pas lucide, c'est au coin d'être lucide. Ouais. Après, je pense que le coin aurait été lucide à l'inter-round, tu vois. C'est plus facile Ouais. à l'inter-round de dire stop. Là, il était encore dans le round, mais quand même, quoi. Et Dolidze, bah lui, cadeau, quoi. Cadeau. Et ma femme qui dit, bah, il aura juste à lui taper la jambe. Je dis non, si c'est arrêté, c'est qu'il veut préserver sa jambe quand même. Tu vois, c'est que c'est quelqu'un de bien. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien pour le coup. En tout cas, sur cette action-là. Je dis, mais et je lui ai dit, avant même, parce que j'avais plus le résultat en tête. Et je lui dis, avant même, je lui dis, il a même pas besoin. Le mec, il peut plus se déplacer. Il va le tartiner, il pourra plus se défendre et il va tomber KO. Boum.
30 secondes après, bonjour, au revoir. Donc voilà. Donc ça, il le fait très bien. Et puis on l'a vu aussi, ça m'a rappelé, et j'avais oublié, tu sais, que c'était sur ce combat-là contre Hermansson, quand Quel- on avait fait les MMA Awards et que j'avais dit la presque soumission de l'année, tu vois, qui pour moi aurait été la soumission de l'année, voire même une des plus grosses soumissions de toute l'histoire du MMA. Quand il vient, il fait son enchaînement. Donc encore mieux, il attaque Juji. Hermansson sort. Il attaque triangle inversé. Ouais, magnifique. Hermansson sort. Il attaque la jambe, compression de mollet. Hermansson ne tape pas et il s'est fini en grand end face contre terre avec aucune possibilité de sortir. Déjà, respect sur le fait qu'il n'ait pas tapé là-dessus parce que franchement, vu l'angle de la jambe, laisse tomber. Mais en tout cas, magnifique. Il a un jeu qui est tellement propre. Personne n'arrive à le maintenir au sol sans qu'il puisse faire ça. Ouais, je suis d'accord. On a vu personne en sécurité dans sa garde. Ouais. Par contre, il soumet pas. Alors, si tu comptes Phil Hawes, tu dis bon, il l'a soumis parce que franchement, c'est lui qui arrête. S'il avait maintenu sa clé, et, bon, il aurait sûrement fini par dire stop ou crier de douleur, tu vois. Donc pourquoi pas. Contre Hermansson, bon bah respect à sa. Contre Hermann, ouais, c'est finalement, je le considère limite comme une soumission parce que c'est la soumission qui amène la victoire. Il est complètement bloqué, il peut plus bouger. Ouais. Ouais. Et puis on sait qu'il y a des mecs qui résistent naturellement à la compression de mollet. Enfin, bon, c'est. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, quand même, force est de constater que déjà sur le Juji, déjà, il n'a pas l'intention de le mettre. En fait, il est tellement dans son schéma d'attaquer la jambe derrière Hmm. que, qu'il a raison en vrai, qu'il a raison. Mais c'est un truc à exploiter parce que tu sais exactement ce qu'il va faire. Tu sais exactement ce qu'il va faire. Donc tu sais que déjà quand il attaque le Juji, t'es pas en danger dessus. Tu vois? Ça veut tout dire et rien dire, ça. T'es pas en danger, ne fais pas d'erreur non plus. Non, attention, tu sais très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu sais qu'en première intention, il va pas l'attaquer. Alors par contre, attention, s'il te rattaque une deuxième fois dans le Juji et qu'il a vu qu'il y avait une défense, il va attaquer le premier. Ça, c'est sûr. Mais tu sais que c'est un travers, tu vois, c'est pareil, c'est comme les patterns de tout à l'heure, tu vois, c'est un travers, c'est-à-dire il a emmagasiné l'idée qu'il ne va pas finaliser ce Juji, tu vois. Donc finalement, il laisse de l'espace, tu as juste à sortir ton coude. Maintenant, tu sais ce qui va se passer derrière. Faut que tu tombes dans le bon sens. En fait, si tu restes là, immobile dans ta position, il va venir saisir ta jambe, il va te la prendre. Tu sais qu'il va attaquer le Juji sur ton bras, il va attaquer le Juji sur ton bras droit, tout le temps. Il attaque le Juji sur le bras droit. Derrière, tu vas sortir le coude et il va attaquer ta jambe gauche, si je ne me trompe pas. Bras droit, jambe gauche. Ouais, c'est ça. Il va attaquer ta jambe gauche. Il va venir. En fait, quand tu vas te redresser, il va rentrer son bras droit à l'intérieur de ta cuisse. Il va enrouler ta jambe. Il va la tracter et il va attaquer ta jambe gauche. Systématiquement. C'est normal. Il attaque la jambe à l'opposé du bras. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, toi, tu retires ton bras, tu tournes sur ta droite en tendant légèrement ta jambe gauche. Tu l'enlèves en fait, comme si tu sprawlais, tu vois ce que je veux dire? Et comme Mhm. en plus tu sors ton bras droit tout de suite, tu peux venir tasser ses jambes sur le côté. Après que tu restes au contact ou pas, peu importe, tu peux t'exfiltrer. Mais au moins tu sais que derrière, bah, à chaque fois, tu as ça à faire pour sortir. Touk touk, tu sors, tu vois? Ouais, maintenant je pense quand même qu'il a d'autres adaptations. Pour le coup, au sol, je pense il sait tout faire. Sur le dos, tu vois la fluidité de ses enchaînements. Ouais. C'est vraiment du très haut niveau. Ouais, non, non, ça, par contre, je suis entièrement d'accord, hein. Entièrement d'accord. Et puis vraiment avec une tellement de facilité, c'est toujours ça en fait, hein. C'est cette facilité de mouvement. Enfin, peu importe qui il a au-dessus de lui, à chaque fois, il met ça en place. À chaque fois. Déjà, il doit faire mal avec ses coudes, déjà, pour commencer. Il te pousse bien la tête, et même si tu résistes, de toute façon, il y a un moment où ça va remonter. Ouais. Ça va remonter, et boum. Et tout de suite, là, son changement, et c'est là où tu vois qu'il a une bonne mobilité de hanche, c'est quand tu vois sur un juji ou sur le flower, sur le renversement, où tu vois les fesses ressortir, en fait. Elles restent pas en dessous du corps de l'adversaire, mais vraiment, elles ressortent. C'est-à-dire qu'il est vraiment perpendiculaire à l'adversaire, mais en un seul grand mouvement, tu sais. Et c'est là où tu vois la beauté de son sol. Vraiment, c'est là où tu vois vraiment la beauté de son sol. Ouais. Franchement, j'ai noté son mouvement de hanche. Ça s'auto, quand tu connais le sol et que tu vois la facilité, vraiment sans forcer, Fuit, ça tourne, c'est fluide, c'est magnifique. Ouais.
Ouais. Et puis même cette attaque de jambe, hein, c'est pareil, parce que cette attaque de jambe, elle est bien, mais elle a son. On en a parlé avec Mike Malott. Tu sais, quand tu rentres dans les jambes comme ça, le risque que tu as, c'est que tu t'isoles sur la jambe comme ça, et puis ta tête, elle est là, elle est à disposition. Donc si le mec, il le gère bien, derrière, tu peux te faire avoiner, et c'est ce qui s'est passé avec Mike Malott. Mm. Mais lui, pareil, il sait exactement comment l'attaquer. Il a exactement. Parce que c'est pas que tirer la jambe. Déjà, c'est repousser l'adversaire avec tes jambes, et c'est venir tirer la jambe, mais tirer la jambe pas dans l'axe. En fait, tu dois pas tirer la cuisse. Parce que si tu tires la cuisse, en fait, il n'y a rien qui vient, il n'y a pas de levier. Ouais, Faut aller chercher, voilà, au niveau du talon, de la cheville, quoi, tu vois, et tracter la jambe, faire une espèce d'arc de cercle avec la jambe pour qu'elle vienne avec toi, tu c'est vois. comme ça qu'il pète le genou de Phil Hose, hein. C'est juste sur cette action. Ouais, ouais. Bah, parce qu'après, derrière, en fait, il laisse sa jambe de côté, il vient pousser avec les hanches, pouf, il y a tout qui pète. Donc oui, non, non, c'est vraiment très propre. Ça, c'est vraiment très, très propre. Pour le coup, j'adore. Et puis tu sens, hein, il est serein. Il est vraiment serein. Tu sais, quand à chaque fois, tu sais, tu le vois quand il a tendance à rigoler, tu sais, à sourire dans les combats, tu sais, à faire des hey, tu sais, en boxe, mais même au sol, tu sais. Il vient, il recompose sa garde. Hé, hé, allez, viens maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Allez, viens dans mon monde, viens dans mon univers. Donc Ouais. ouais, non, très, très fort. Après, Très en fort. opposition, t'as vu quoi? Et ben écoute, ça m'a pas marqué plus que ça, donc je peux pas en parler. Franchement, ça m'a pas marqué plus que ça. Ouais, je suis d'accord. Il y a vraiment une différence. En fait, tu sens vraiment que c'est sur le dos qu'il est le plus dangereux. Ouais. Alors peut-être que dans les premiers combats que j'ai vus, il y avait peut-être de la top position, hein. Mais honnêtement, dans mon souvenir, parce qu'en fait j'ai vu tellement de combats que tu sais, au bout d'un moment, il y a tout qui se brouille, hein. En plus, je vous dis, je piquais du nez en même temps, je suis très fatigué, je m'endormais en même temps. Mais qu'est-ce que je voulais dire? La plupart du temps, en fait, je voyais les adversaires se relever facilement. Mais il s'en foutait, il les laissait se relever parce que derrière, il allait ceinturer dans le dos et puis il mettait ses coups de genoux et tout ça. J'ai l'impression qu'en fait, quand il est au-dessus, il accepte que l'adversaire se relève. Et c'est là où je te dis que c'est lui qui sait, qui domine où il veut que le combat il aille, parce que c'est pas quelqu'un qui subit l'action, c'est quelqu'un qui accepte l'action. Mhm. Ouais. Enfin, il accepte, oui. Moi, mon truc, c'est qu'il veut rester debout. Moi, dans tous les cas, il veut rester debout. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je te dis, quand le mec se relève, il va pas chercher forcément à se cramer de l'énergie en essayant de faire du chain wrestling et de l'amener, de le ramener. Je suis meilleur au sol, donc je vais le ramener. Non, il va venir, il va se ceinturer, boum, coup de genou, tac tac, ça rend le contact, c'est pas grave, on y retourne. Parce qu'il sait, et c'est là où tu vois qu'il est serein, encore une fois, parce qu'il sait que si jamais il veut revenir au contact, que ce soit pour coller à la cage ou pour amener, il sait qu'il y va quand il veut. Honnêtement, je l'ai pas vu dominer. Regarde bien ses combats. Est-ce que tu l'as vu dominer? Alors, il y a des fois, il est marqué au visage, oui, effectivement, sur des belles boxes. Mais est-ce que tu l'as déjà vu vraiment dominer dans un combat? Sur les combats que j'ai vus, non. Après, il y a quand même des alertes avec Vettori, où Vettori le touche bien, mais Vettori, il a de la mousse dans les gants. On le sait. Il est moins incisif qu'un Assourdine en boxe, clairement. Mais sinon, non. Non, c'est vrai il est assez serein. Et tu sais, je pense que contre Vettori aussi, Vettori reconnaît sa qualité de défense de lutte et de son sol aussi, hein, parce il a aussi un bon sol, hein. Donc, stratégiquement, ils ont peut-être décidé de régler ça debout. Ouais. Ouais, non, mais C'est un moi, pari parce qu'on connaît sa mâchoire aussi, hein. ouais. Je pense surtout que c'est ce genre de profil, tu sais, qui est tombé amoureux des KO, qui a découvert son punch et qui veut éteindre les mecs debout. Après, si ça va au sol, ça va au sol, mais je pense qu'il a pris vraiment goût à la boxe, tout simplement. Non, non, mais ça, je suis d'accord. Mais en même temps, sans oublier le fait qu'il pouvait mixer, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça. Moi, franchement, honnêtement, je l'ai, de mémoire comme ça, je l'ai jamais vu dominer à mort, tu vois. Ça a toujours été clair. Même à la décision, c'est des décisions en général qui sont claires. T'as des choses à rajouter sur son sol? Non. Donc, Nassourdine, lui aussi, il a un bon sol. Euh, je pense que c'est un sol qu'on n'a pas assez vu chez lui, tu sais, enfin, tu sais, mais que quand même, il est bon. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est bon au sol, en lutte et au sol. Il a de bonnes positions. Il a un bon sens du jeu au sol. Il sait parfaitement où il doit aller, tu vois. Justement, on l'a vu contre Shabazian. Il prend la ninja choke, ça sort, il va reprendre la guillotine.
Donc du bon côté. Ensuite, il se met en position. Il est dans la position du juge justement de Chabazian, mais il prend bien soin de sortir son coup tout de suite. Tu sais, pour se mettre en sécurité. Ensuite, il va passer la garde. Alors, j'ai juste mis un bémol. Attention à la compression de mollet, parce qu'à un moment, il y avait Chabazian qui avait son tibia, tu sais, dans le creux du biceps de Nassourdine, mais il gardait la main ici. C'est un danger de Ouais. ouf, mais bon, ça, il faut le savoir. Hein? Compression de biceps. Compression de biceps, j'ai dit de mollet? Oui, Ouais. compression de biceps. Compression, et en plus, j'ai marqué biceps, mais bon. Ensuite, Chabazian tente de joindre ses mains, tu sais, quand il a passé la garde pour essayer de contrôler la jambe et d'essayer de s'en servir pour renverser ou quoi que ce soit. Nassourdine, tout de suite, bras sous l'aisselle, il pète le grip, hop, et il s'installe en crucifix, fin du combat. C'était propre. Cette phase, elle était très propre. Donc ça montre qu'il sait exactement où il va, il sait exactement quels sont les dangers, il sait exactement ce qu'il doit mettre en place pour éviter les dangers au sol. Tu vois. Mhm. Ouais, ça, c'est Donc, le travail en top position. Quand il est en dessous, c'est classique, hein. Je cherche à prendre la distance, à me relever, à fuir à la cage, me relever. ouais, Il n'y a pas vraiment il y a pas un gros travail sur le dos. Il n'y a pas un travail type JJB en tout cas. C'est je cherche à me relever. ouais, ouais. Non, mais j'ai pas grand-chose à dire particulièrement sur le sol de Nassourdine, parce que déjà, c'est pas là où il cherche à aller le plus de fois. Mais en tout cas, force est de constater que quand il y est allé, et d'ailleurs, je regrette qu'il n'y aille pas plus souvent. Quand tu vois ce qu'il a fait à Chabazian, tu vois, je regrette qu'il n'y aille pas. Il l'a mis en danger sur l'étranglement arrière et tout, hein. En le faisant tomber à la cage, il cherchait à prendre le dos. Enfin, c'était propre. Tu sentais qu'il savait quoi faire, il savait où aller. Et pour moi, c'est sa meilleure performance contre Curtis de toute façon. C'est dommage que ça se finisse en no contest, parce que tu sentais vraiment travail abouti sur ce qu'il proposait. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, on va voir ce que ça va donner là, parce qu'il y aura du travail au sol, hein. Là, pour le coup, il y aura du travail au sol. On a vu, il y a Thomas Loubersan dans son camp. On a vu qu'il y avait Ahmed Salamov. On a vu Reda Hamzaoui en tant que sparring. En lutte, il y a Thomas Loubersan, mais il y a aussi Maxime François. Donc, il a quand même là, il est très bien entouré, hein. Il est très bien entouré avec des gens. On a vu au fur et à mesure du temps qu'il y avait un jeu, enfin, en tout cas, une approche intelligente, tu sais, dans les combats. Donc, Maxime François, il fait des merveilles, hein. Maxime François fait des merveilles. Franchement, il a tellement bien adapté sa lutte et son sol lutte au MMA que derrière, on voit les résultats avec les différents combattants. Donc j'ai vraiment hâte de voir l'évolution. Tu sais, alors courte pour l'instant et on verra après par la suite. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sol de Nassau avant qu'on passe à ça? Non, non, Pour ce combat? je le disais. Ouais. Dolidze, si pour moi, avec quelques ajustements, tu peux quand même pas annihiler son jeu, mais en tout cas l'anticiper, tu sais. Voilà, il y a moyen d'anticiper, d'essayer de fuir intelligemment, tu vois. Je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Tu vois, parce que quand le schéma est toujours le même, même s'il est. Alors, c'est toujours. Tu sais, on a ce débat. Tu sais, à chaque fois, les élèves, ils me disent, ouais, mais je fais ça, on vient de le voir, la personne, elle va. Enfin, ou tu sais, le mec sait que je vais faire ça, donc j'ose pas le faire. Mais si, justement, la force de ton mouvement, la force de ton sol, c'est que, justement, tout le monde sait que tu vas faire ça, mais à chaque fois, tu vas l'installer. À chaque fois, tu vas le placer. Tu vois, c'est vraiment ça. Un judoka, il connaît deux techniques. Il se pose pas la question si le mec sait qu'il fait que ces deux techniques. Tout le monde le sait. Par contre, derrière, c'est comment tu vas faire de la préaction pour que ton action elle fonctionne à 100%. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est comment tu vas t'installer et trouver, en fait, attaquer ça, ce mouvement-là, peu importe la position dans laquelle tu es. Hmm. Peu importe la solution, la position dans laquelle tu es, tu arriveras toujours à te mettre en place et tu auras toujours une solution derrière, tu vois. Ouais, non, clairement. Bah, c'est pour ça que moi, je suis moins confiant que toi, hein, sur cette partie, hein. Je pense vraiment que si ça se retrouve dans la garde de Dolidze, il suffira d'une ou deux attaques pour vraiment créer du dégât. Que ce soit en soumission ou que ce soit en ground and pound ou peu importe, mais il va pas falloir s'éterniser dans la garde. Vraiment pas. Attention, hein, j'ai pas dit que j'étais confiant. Ne va pas me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que j'étais confiant. J'ai dit que il y a un chemin à exploiter. Tu vois, tu as deux, trois éléments qui peuvent te permettre d'essayer. Tu vois, après, j'ai pas dit que c'était facile, mais
quand tu vois ça, tu sais que tu dois sécuriser ton bras droit tout de suite et sécuriser ta jambe gauche. Parce que le schéma, c'est toujours le même. C'est toujours bras droit, jambe gauche. Tu vois? Toujours. Mm. Tu fais jamais le juger de l'autre côté. Et on le sait très bien pour ceux qui font du sol. On a toujours un côté favori. Et donc, tu attaques le juji souvent toujours du même côté. Autant il y a des soumissions que tu peux attaquer des deux côtés, tu vois, facilement, ou c'est moins gênant. Autant, tu en as certaines. Tu vois, ce mouvement de hanche, en général, on l'a Ouais. parfaitement d'un côté et on l'a pas de l'autre. Tu vois? Non, Même, faut répéter des milliards de fois, mais il fait du MMA, il fait pas du grappling. Donc, on sait qu'il va rester de ce côté-là. Tu vois? Donc tu le sais, tu regardes 4 combats, tu as compris. Tu as compris que dès qu'il va attaquer le juji, tu vas rentrer le coude. Enfin, tu vas sortir le coude plutôt, mais quand je dis tu vas rentrer le coude, tu vas le coller à toi, quoi. Et tu sais que dans la foulée, il va attaquer ta jambe. Donc, forcément, tu vas pas tourner de ton côté gauche, tu vas tourner sur ton côté droit, tu vas effacer ta jambe, tu vois. Et surtout, tu vas t'installer, tu sais, tu vas te rabaisser. Tu vas descendre en dessous de lui. Tu vas essayer de descendre en dessous de ses jambes. Parce que ce qu'il veut, c'est te redresser pour que ses jambes passent en dessous de ta ligne de tête. Donc, dès que tu as retiré ton coude, tu vas reculer ta jambe et tu vas venir te placer très bas. Alors, c'est vrai, après, ça passe, il faut que tu fasses attention, effectivement, comme Hermanson, au triangle inversé, enfin, tu vois. Mais c'est tout un jeu où tu vas venir te baisser, dès qu'il va rouler, tu vas ressortir. En fait, tu sais, c'est toujours, tu vas te mettre à l'opposé de ce que lui va te proposer. Alors, c'est sûr que c'est toi qui es en réaction. C'est lui qui est en action, toi, tu es en réaction. Mais tu le sais, donc tu essayes. Tu vois, tu sais qu'en vrai, tu as des portes de sortie. C'est mieux que de se dire, bon, bah, j'accepte mon destin, tu vois. Je suis Non, comme non, un train dans les phares d'une voiture. non, non, c'est clair. Et c'est sûr que, en tout cas, à préparer un entraînement, quand tu as un style aussi défini que Dolidze fait, tu peux vraiment travailler sur toutes ces séquences. Bah oui. En fait, tu peux même essayer d'anticiper les séquences. Parce que t'as pas un milliard de choses qui est possible à partir de là. Ouais. Tu sais que tu peux être donc juji, omoplata, triangle, triangle inversé, clé de jambe. Tu vois, t'as quelques éléments, tu vois, comme ça qui peuvent revenir. Mais voilà, t'en as pas un milliard non plus, tu vois. Mm. Ah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, je te C'est l'accorde. déjà pas mal, surtout mixé dans un ordre différent, ça en fait des combinaisons. C'est vrai. Ouais, mais après, la sortie, c'est toujours la même. Enfin, tu vois, c'est surtout un ressenti de, voilà, tu sens qu'il vient là, c'est là qu'il faut que tu sortes. Si tu sens cet angle-là, c'est cette sortie-là. Tu sens cet angle-là, c'est cette sortie-là. Tu sens qu'il s'enroule comme ça, c'est cette sortie-là, tu vois. Après, ouais. Après, faut pas trop non plus s'embêter faut pas trop se mettre ça en tête parce que sinon, en fait, tu fais tellement un focus dessus que tu perds aussi beaucoup de temps, hein. C'est tout, en fait, c'est toute la magie d'être un bon coach, c'est de trouver ce juste équilibre entre se dire, voilà, il y a ce chemin-là, on va essayer en fait, d'essayer déjà de trouver le chemin et la réaction qui nique un peu tout le reste. Tu vois, qui l'empêche après de venir et de faire sa continuité d'action. Plutôt que, en fait, c'est là où moi, j'essaierais de trouver un angle d'attaque et de travailler là-dessus. C'est-à-dire, moi, en me faisant prendre là-dedans, tu sais, pour essayer de trouver le chemin le plus rapide pour stopper toute son action. Tu vois? Ouais. Maintenant, en soi, la stratégie, c'est déjà de ne pas être dans sa garde. Et logiquement, il n'y a aucune raison pour que Nassourdine soit dans sa garde. Oui. Oui. Il y a une raison, ça voudrait dire que c'est lui qui a initié le takedown, et là, ça serait une erreur. Ouais, ouais. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est vrai, t'as juste à refuser déjà de base, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Tu viens, tu recules, tu dis, viens, relève-toi, l'arbitre, il va se mettre entre les deux, il va faire relever, et puis c'est parti, ça Voilà. part. C'est tout, quoi. On est d'accord. Les à côté, mon cher Rolly, bah, mon plus gros à côté, moi, c'est le changement de camp, hein, qui a été mis en place depuis mi-novembre avec Nicolas Hoth et toute l'équipe dont on a parlé tout à l'heure. Donc, Nassourdine a quitté François Lopez, Fernand Lopez. Derrière, il a demandé à Nicolas Hoth d'être son head coach. Celui-ci a accepté le challenge. Il a voulu resserrer une équipe autour de lui avec son frère, avec bah, des gens plus proches, hein, tu sais, un cocon un peu familial. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est pour ça qu'en fait, comme on a beaucoup d'inconnus, c'est pour ça que pour une fois, j'ai écouté des podcasts avant d'enregistrer. Donc, j'ai écouté Nicolas Haute sur RMC. Donc, il expliquait que il y avait un travail qui était en train de se mettre en place sur des choses, justement, tu vois, des erreurs faites, notamment sur le fait de l'acceptation
tu vois, de ne pas laisser, de ne pas être feignant sur le fait de réagir tout de suite et pour éviter d'être dans une galère, de sortir de la galère avant même qu'elle s'installe trop profondément. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. La feignantise, c'est pas dans la cage, c'est quand tu es dans ton canapé et que tu regardes tes séries. Sinon, dans la cage, tu ne laisses rien. Tu ne laisses rien à ton adversaire, rien. Si tu le laisses s'installer sur un truc, c'est un problème. Tu vas cramer de l'énergie et tu vas prendre un risque. Donc il y a ça. Et il y a aussi, par exemple, sur un des axes d'amélioration à travailler, et justement, c'est pour ça que j'en parle maintenant et j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est sur sa boxe. Effectivement, il boxe en explosion, type karaté et tout ça. Mais, et j'ai commencé à l'évoquer, quand il est face à son adversaire et tu sais qu'il faut être plus ancré dans le sol, là, eh ben, il le fait pas, soit parce qu'il sait pas, soit parce qu'il y pense pas, soit parce qu'il est pas à l'aise, mais ils vont travailler là-dessus, en tout cas, pour lui donner d'autres possibilités d'angle d'attaque sur la boxe. Donc ça, Ouais, c'est intéressant. rendre sa boxe moins lisible. Parce que Ouais, quand le mec fait toujours la même chose en boxe, ça devient lisible en fait. ben, c'est ça. Et puis surtout que c'est une boxe qui crame de l'énergie, la sienne. Donc il faut Ouais. des fois pouvoir se poser, s'installer et puis aller dans l'échange, quoi. Et puis pour faire mal, en plus, il faut être ancré dans le sol. Pour faire plus mal en tout cas. Ouais. Non, il parlait de construire autour une bonne garde, des bons blocages, tu vois, des bonnes actions-réactions. J'attaque, je défends, tu vois, des trucs comme ça. Vraiment faire en sorte que ça s'améliore. Alors pour l'instant, on n'est pas, comme il disait, sur du Nassour 2.0, hein, parce qu'il n'y a pas eu assez de temps. Il voit ça dans un an plutôt. D'ailleurs, il n'aime pas trop ces histoires de Nassour, enfin de 2.0, parce qu'il dit à chaque fois, tu les écoutes, tu vois, notamment avec Cyril Gann, là on en est au 8.0, parce qu'à chaque fois, visiblement, à chaque combat, derrière, il y a une évolution, tu vois, donc non. Effectivement, c'est juste qu'ils vont travailler. Ils ont refait connaissance, ils ont pris du temps pour refaire connaissance dans le cadre d'une relation professionnelle, tu Mhm. sais. Et sur la confiance coach-athlète, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de moments où il expliquait, bah voilà, ça va pas pour telle raison. On va essayer de mettre ça en place et derrière, on verra le résultat, tu vois. Et il y a eu de la réticence, tu vois, il y a eu un mouvement de repli de la part de Nassourdine, tu vois, en disant, ouais, mais il y avait un ouais mais, tu vois, il y a toujours un ouais mais. Et derrière, preuve à l'appui en vidéo, tu vois, à chaque fois que tu fais ça, bah voilà ce qui se passe. Regarde, à chaque fois que tu mets en place ce qu'on a mis en place, voilà l'avantage. Tu vois, et avec la preuve vidéo, lui dire voilà. Donc là, tu as commencé troisième round à faire ça. Bon, maintenant, tu vas arrêter tes bêtises, tu vas commencer premier round, tu vas le faire tout de suite, puis on verra le résultat. Tu vois. Et si ça va pas, on passe à autre chose. Et j'ai aimé ce truc-là, tu vois. Mais où tu as un Assourdine qui a accepté tu vois, de ravaler sa fierté et de dire OK, je vois, ça marche, OK. Et de comprendre aussi, tu sais que quand tu dis des choses, effectivement, ça ne veut pas dire que parce que j'ai dit ça là, on va pas le faire évoluer. Tu vois, mais il faut juste le tester. Ça, c'est comme quand tu manges quelque chose que tu n'as jamais mangé. Tu peux pas dire que c'est pas bon avant de l'avoir porté à ta bouche, tu vois, c'est pareil. Donc, Ouais. euh, donc c'est pour ça, et c'était intéressant. Et aussi sur le volume de travail. Beaucoup plus de volume de travail, avec aussi des réticences de Nassourdine au début, parce que en fait, plus tu fais du volume de travail et moins tu es à l'aise dans tes combats et plus tu prends enfin, moins tu vas être leader de ton combat, tu vois. Justement, d'être dans le rouge, tu vas forcément, il y a des moments où tu vas devoir encaisser parce que t'es plus là. Donc, il avait du mal avec cette idée de pas être dominant à la salle aussi. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, il s'est adapté à la nouvelle charge de travail et puis il s'est rendu compte que ça devenait plus facile, tu vois. Donc c'est bien aussi, tu vois, d'avoir un entraîneur préparateur physique, tu vois, C'est qui vrai. sait ce qu'il fait, qui sait où il va et qui sait le tempérer. Aujourd'hui, justement, c'est ce qu'il disait sur les phases de repos. Tu vois, c'est important. C'est quand il disait va te reposer, va chez toi, tu te reposes, on revient demain. Parce que bien sûr, la charge de travail, elle redescend. Après, plus tu avances vers le combat, plus la charge de travail redescend. Et lui, bah non, mais je vais encore faire de la mobilité, je vais encore faire du sac, je vais en faire. Non, 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 non. Tu vas prendre tes affaires, tu vas prendre ta douche, tu vas aller devant Netflix et on se voit demain. Tu vois. Et c'est important d'avoir un athlète qui accepte ça, tu vois. Et un coach qui ait aussi la rigueur pour imposer ça. C'est important. C'est pour ça que j'aime beaucoup Nicolas Haute. Enfin, j'aime beaucoup écouter ses interviews pour ça. D'ailleurs, je vais envoyer un petit message là-dessus après. D'avoir évoqué ces points-là, tu vois, c'est important parce qu'on n'a pas assez ce point de vue-là, tu sais, ces éléments-là. Donc c'est bien, c'est important. Ouais, ouais. Bah écoute, c'est le seul à côté que je vois, hein. Ouais. Là, c'est son combat pour l'entrée dans le top 10.
crois qu'il est 11e, Nassourdine. Dolidze, il est 8e, il me semble. Ouais, huitième. Il était septième, je crois qu'il est passé huitième. Je crois qu'au début de l'annonce du combat, il était septième. Et après, j'ai entendu là qu'il était huitième. Ouais. Ok. Ouais, donc c'est bien, hein. Il est pas très loin de. Finalement, Nassourdine, il est très proche d'un combat pour le titre, hein. Hmm. En vrai. Bah, vu en plus la KT, oui. Bah ouais. La KT, elle est assez ouverte, là, hein. Ouais. Il suffit d'une revanche contre Strickland après pour que ça puisse tout débloquer. Hein. Ouais, alors je suis pas sûr que ça se fasse parce que Strickland, c'est une superstar maintenant. Il a clairement passé un statut, mais je sais pas, il y a qui devant, mais s'il passe Dolidze avec la manière, il y a ça aussi, en fait. C'est des finishes qu'il faut. Ouais. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Mais en tout cas, je crois que c'est son premier main event. Non, deuxième. Deuxième. Strickland, c'était main event aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Donc effectivement, donc il sait déjà ce que c'est qu'un main event. Ouais, 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 non, mais c'est vraiment ça. Donc il sait ce que c'est que les 5 rounds aussi. Non, bah ouais, c'est pour ça, moi aussi, je vois que cet à côté-là, en fait, de voir ce que ça va impliquer. S'il y a un autre petit truc, c'est aussi mentalement comment ça va se passer, parce que voilà, il reste sur une défaite et un no contest. Donc j'espère qu'il se mettra pas trop de pression avec l'envie absolument de faire un verre éclatant, tu vois. Justement, au contraire, qu'il soit dans le relâchement et qu'il sorte ça, tout ça de sa tête et qu'il ait juste envie de faire un beau combat et puis ça va sortir tout seul derrière, tu vois. Ouais. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un truc qui est travaillé de ce que disait Nicolas Haute sur ça, c'est sur le côté, tout le côté psychologique. Tu vois, tu t'en parlais tout à l'heure et voilà, ça me revient. Je voulais en parler dans les à côté parce que tu l'as dit tout à l'heure quand il dit qu'il veut arracher la tête de ses adversaires, tu vois. Et en fait, justement, il veut le sortir de ce truc d'arracher la tête. Tu vois, au contraire, c'est parce que tu vas varier tes frappes, parce que en fait, c'est trouver des fenêtres ouvertes pour aller justement chercher le chaos. C'est-à-dire que si c'est fermé à la tête et que le plexus est ouvert, tu vas frapper au plexus. Tu vois, enfin, tu vas venir et de garder assez de lucidité, de garder 20% de lucidité, 80% de hein, je vais te niquer, mais 20% de lucidité pour pouvoir trouver justement de faire les bons choix dans ton combat qui vont t'amener au finish. Tu vois. Donc ça, c'est pas mal aussi, ce travail psychologique. Alors après, je sais pas du tout ce qui était travaillé au MMA Factory, donc je peux pas dire s'il y a du changement ou pas. Mais des fois, le fait juste de changer de personne, on le sait très bien, hein. Quelqu'un d'autre te le dit, tu le dis à quelqu'un pendant des années, il va voir quelqu'un d'autre qui va lui dire exactement la même chose que tu dis pendant des années, mais ça va te résonner différemment. C'est Hein, vrai. monsieur Rolly? Hein, on a déjà eu ce débat souvent, hein. Ça arrive à tout le monde. Ouais, bien sûr, toi, ça t'arrive souvent, hein, d'ailleurs. Non, je raconte l'anecdote, c'est parce que c'est le Rolly là, c'est le. Tiens, je vais mettre mon doigt comme ça là, parce qu'à moins qu'on soit ici, parce que des fois ça inverse quand je fais le montage. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je lui explique des techniques depuis 10 ans, et la même technique que je lui expliquais depuis 10 ans, il va voir quelqu'un d'autre, ou il va voir une vidéo, il va voir le truc, et puis voilà, il me dit, ah, t'as vu ça? Bah ouais, j'ai vu ça, toi aussi t'as vu ça d'ailleurs. T'as vu ça, que ça fait 10 ans que je te la montre la technique, mais c'est pas grave. Ouais, mais tu vois, comme c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit, et ben voilà. Je D'autres mots l'imprime. qui sont employés, c'est des mots qui ont percuté mon cerveau, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. C'est surtout que tu étais attentif. C'est qu'au bout de 10 ans avec moi, tu vois, ouais, c'est bon, il va Ah, me c'est raconter encore sa même salade. possible aussi. Cet homme ne me respecte plus, les amis. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Et pourtant, je l'ai vu grandir. Il avait pas de barbe, il avait des cheveux quand je l'ai connu, ok? Ah, D'accord? ouais, inversé. Ah, il Incroyable. a fait le chemin inverse. Ah, si vous auriez vu les trois poils qu'il avait là et la touffe qu'il avait là, voilà. Il y a eu un problème de vase communicant là, pour le coup. Oh putain. Bon, pronostic. Pronostic en pourcentage, finalement, je suis sur ce qu'on avait dit hier, hein. Je suis sur décision pour Nassourdine. Mhm. Euh, À quelle ronde? Le mec et tout. je le mets bien favori quand même, hein. Ouais, on est d'accord. Hein. Je suis sur du 70-75%. On est d'accord. Et de l'autre côté, Dolidze par TKO. Quelle ronde? Troisième ou quatrième. Je pense que ça va durer ce combat.
écoute, c'est assez rare pour qu'on puisse le dire, mais on a exactement le même pronostic. J'ai fait du 70-30, de 70 décisions Nassourdine, 30% TKO, pas KO, TKO Dolidze au troisième round, moi j'ai mis. Peut-être sur une phase au sol ou quelque chose comme ça. Ou alors toucher dur debout, mais en tout cas, ça se finira au sol. Le TKO finit au sol, quoi. Ouais, je suis Donc, d'accord. donc voilà, donc effectivement, on voit Nassourdine au-dessus. Je pense qu'il a plus d'armes que Dolidze. Il faut juste faire attention à quelques éléments au sol et à son crochet. Tu l'as réduit à un crochet tout à l'heure. Bah, effectivement, il faut faire attention. Mais Nassour, il a une bonne mâchoire hein, quand même. Il n'a jamais montré de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, si je reprends ses défaites, une soumission, 3 décisions, jamais de KO. Donc ouais, il n'a pas montré de problème à ce niveau-là. Et il a réussi à tenir 5 rounds, effectivement, serré contre Strickland, tu vois. Donc bon, ça met de l'eau à son moulin aussi. Ouais, je Bon, suis je d'accord. crois qu'on a fait le tour. Ouais. Ouais, 1h20. On les a dépassés, on a dépassé quand même l'heure. Je n'y croyais pas à la base. Bref, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Mettez les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, la cloche des notifications pour ne rien rater. Si jamais vous voulez nous donner de la force, allez-y. Voilà, partagez autour de vous, parlez-en autour de vous. Tu sais, t'es sur le tapis, tu connais pas le podcast Tatami Connexion, t'as vu, putain, ils sont vrai qu'ils sont clairement sous côté, tu devrais essayer. Bon, il faut que tu aies au moins 1h30 à perdre, mais en faisant les courses, dans la voiture, dans le métro, ça passe bien. 1h30, c'est un épisode court. 1h30, c'est un épisode court, ouais. Tu vas voir, il y a quelqu'un qui m'a dit, je commence à m'habituer aux 2h30 de podcast, tu vois. Mais c'est bien, franchement, c'est top. Donc là, il va avoir un goût de trop peu, là, justement. Donc voilà, tu verras, ils sont drôles, ils sont beaux gosses, ils sont intelligents, ils ont tout pour plaire, ils rayonnent. Que dire? C'est des monstres de savoir sur le MMA et sur le sol, franchement. Enfin, que dire, que dire? Si c'est pas vous Ah, qui le dites, c'est nous qui le dites. Voilà, si on le dit pas à notre place, qui va le dire à notre place? Bref. j'en reviens. En vrai, c'est deux tocards qui avaient juste envie de parler devant le monde entier. Allez-y. Bah, enfin, devant le monde entier. Ouais, devant Devant 1000. 100 personnes. C'est pas mal déjà. C'est C'est déjà pas bien. mal. Eh oui, petit à petit. On vous l'a dit, ce combat-là, en fonction de comment il va se passer, soit on fait un débrief unique sur ce combat, pas sur la carte. On vous le dit direct. Parce qu'on a vu la carte. Soit on en parlera dans l'actu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres grosses UFC qui arrivent là, avec le 298, 299 et 300. On va avoir beaucoup de travail pour peu de temps. Donc bon, on va faire des choix, les amis. On va faire des choix. Donc ne nous en voulez pas. Si vous voyez qu'il n'y a pas de débrief, c'est qu'on a estimé qu'on le fera dans l'actu. Voilà, tout simplement. Ou qu'on n'aura pas eu le temps de le faire en direct et qu'on le fera dans l'actu. Ben voilà, je pense qu'on a tout dit. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.